Murakami, alors l'année dernière, on a dévoré le livre de cet auteur japonais qui est le plus populaire en France. C'était un Q84, la trilogie. Et bien là, on le redécouvre dans un genre complètement différent, avec un essai qui est entre le livre d'entretien et les réflexions philosophiques, qui revient sur une tragédie qui a frappé le Japon. C'était le 20 mars 1995, quand des adeptes de la secte Aum ont diffusé du gaz sarin dans plusieurs rames du métro. Le bilan a été absolument tragique, 12 morts, 5000 blessés, et cela seulement 2 mois après le séisme de Kobe. Qu'est-ce qu'on apprend sur ce que les victimes ont vécu lors de cet attentat? Eh bien, en fait, Haruki Murakami va interviewer une vingtaine de victimes, et ce qui ressort vraiment, c'est que les personnes n'étaient pas du tout préparées à un attentat. Pour les victimes, pour les Japonais, ils vivaient dans le pays le plus sûr du monde. Alors, il fait ses entretiens seulement quelques mois après l'attentat. On est avant le procès, donc il y a du ressentiment, bien sûr. Il y a aussi des souvenirs d'un énorme chaos, d'un manque d'entraide et de communication entre les personnes, et aussi des victimes qui, malgré des symptômes très forts, se sont précipitées au travail. Donc cette idée d'individualisme, de l'importance du travail, c'est autant de choses qu'on apprend sur ce qu'était le Japon à l'époque, et c'est ce qui fascine Murakami, comprendre ce qu'un attentat révèle sur l'état d'un pays. Et ça, il va aussi le creuser en interviewant 8 adeptes de la secte Aum, cette secte, vous vous en souvenez, qui était dirigée par le gourou Shoko Asahara. Et justement, quelles sont les motivations de cette secte ? Les motivations de cette secte, et surtout de celles qui vont rejoindre cette secte, c'est souvent des personnes qui sont, on va dire, rejetées par la société, soit parce qu'elles sont un peu étranges, soit parce qu'elles n'ont pas trouvé de travail, elles n'ont pas réussi à s'adapter, et elles vont chercher dans cette secte une place, tout simplement, ou alors quelque chose de plus profond que ce Tokyo, ce Japon des années 80 qui était... le Japon du capitalisme, du capitalisme absolu, et aussi du début des années 90, qui était la crise. Et ben, ils vont chercher plus que tout ça. Et on va vraiment voir que c'est extrêmement difficile pour eux. Et surtout, Murakami, lui, sans essayer de justifier, bien sûr, les actes terroristes de cette secte, il pose quand même cette question: pourquoi est-ce qu'on est incapable d'intégrer tous les Japonais? Pourquoi avons-nous peur de certaines personnes? Et c'est vraiment ce qui fait la force de ce livre, qui est aussi une porte d'entrée dans l'univers de Murakami. Ces questions notamment de quête impossible de l'absolu, et aussi cette idée qu'il existe des passages souterrains dans lesquels se cachent des forces maléfiques. D'où le titre, j'imagine, Underground, donc Haruki Murakami, à lire. L'autre roman que vous vouliez partager avec nous, c'est le nouveau roman de Marine Diaye. Oui, Marine Diaye, la romancière française qu'on a lue en 2009, qui avait eu le prix Goncourt avec 3 femmes puissantes, eh bien, elle revient ici avec un nouveau roman, La Divine, qui va charrier un peu tous les thèmes chers à l'auteur, à savoir la famille et ses ruptures, des thèmes qu'on trouvait déjà dans Rosie Carpe, qui est selon moi son meilleur roman, qui a été publié en 2001. Donc voilà, des histoires de pères démissionnaires, de mères qui aiment trop leurs enfants, d'enfants complètement ingrats, et aussi cette idée que dans la famille, l'amour est tout le temps chargé de culpabilité, peut-être de trahison, et aussi de pitié. Eh bien, c'est un tableau particulièrement sombre. Oui, c'est particulièrement sombre, et c'est aussi ce qu'on retrouve dans La Divine, qui nous fait le portrait de 3 générations de femmes, la grand-mère, la mère, la fille. 2 d'entre elles, d'ailleurs, s'appellent La Divine. Et la première héroïne qu'on va rencontrer, elle a une relation vraiment très étrange avec sa mère. À la fois, elle l'aime, en même temps, cet amour est douloureux, chargé de pitié, de mépris. Elle appelle sa mère la servante, pour dire. Et donc, quand elle va quitter la maison à 16 ans, elle va complètement effacer cette femme de sa vie, et elle va élever son enfant dans l'ignorance de cette femme. Et pourtant, cette mère, donc, qui a été tuée de manière bien sûr figurée par cet effacement, cette mère va un petit peu comme planer au-dessus de toute cette lignée, un petit peu, vous savez, comme un spectre qu'on retrouve dans les tragédies grecques. Et ici, ce spectre, cette culpabilité va prendre l'apparition d'un chien. Et selon cette grand-mère, justement, les chiens sont souvent les cachettes, enfin comment dire, les couvertures sous lesquelles se cache un homme, un être humain qui reviendrait d'entre les morts pour se venger. C'est une sorte d'apparition, alors? Alors oui, mais en fait, chez Marine Diaye, c'est très difficile de distinguer la réalité de la fiction. On a souvent des métamorphoses, on a aussi souvent un visage qui va apparaître, on pense le connaître, et finalement, c'est peut-être une illusion.
Et on a aussi toujours, bien sûr, cette histoire de la tragédie qui va planer sur la famille. Peut-être une malédiction, peut-être aussi la question de l'hérédité qui est posée ici. Qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on fait des enfants? De quoi croit-on? Qu'est-ce qu'on croit contrôler? De quelle responsabilité on hérite? Et bien sûr, ce roman est aussi magnifique puisqu'on a cette langue de Marie Ndiaye qui est toujours extrêmement chargée d'adverbes, d'adjectifs et qui fonctionne un petit peu, qui crée une sorte de torpeur chez le lecteur, qui est aussi une torpeur qui s'empare comme ça des personnages. Et aussi une langue qui nous échappe et qui pose cette question de la réalité qui nous échappe en permanence. À lire donc le nouveau roman de Marie Ndiaye, La Divine, qui sortira le 14 février. Il faut attendre la semaine prochaine. Et vous vouliez finir avec un roman américain? Oui, un roman américain d'Arthur Phillips, qui est un peu le jeune auteur à suivre en ce moment. On avait déjà lu Angelica ou l'Égyptologue, ces 2 précédents romans. Là, il revient avec un récit qui se présente comme un récit autobiographique et qui est en fait un formidable récit de manipulation. Ça veut dire que vous aimez être manipulée, Gladys, c'est ça? Oui, alors j'aime être manipulée exclusivement en littérature et quand c'est bien fait. Et c'est justement le cas ici, puisqu'on a une manipulation qui fonctionne à 2 étages. D'abord celle du héros, d'Arthur Phillips, qui nous raconte comment son père, qui était un faussaire, un escroc, la veille de sa mort, lui annonce « Écoute, j'ai le dernier manuscrit inédit de William Shakespeare qui s'appelle La tragédie d'Arthur ». Alors il va se poser la question, bien sûr, de la véracité de ce manuscrit. Finalement, il le publie, mais en disant mais dans ce livre, voilà, ce livre que nous avons ici, en le précédant d'une introduction de 400 pages dans lequel il veut dire toute la vérité sur son père et toute la vérité sur cette affaire. En fait, cette introduction, c'est tout le roman d'Arthur Phillips? Alors oui, c'est tout le roman et juste à la fin, on a le manuscrit. Et entre-temps, la deuxième manipulation a lieu puisque c'est peut-être le lecteur qui a été manipulé dans ce récit. Puisque finalement, pourquoi croire un romancier qui prétend dire la vérité? Surtout quand en plus, il veut dire la vérité sur un père qui est un faussaire. Enfin bref, c'est une manipulation de génie que je vous recommande, dont je vous recommande la lecture. Là aussi, il faut attendre le 14 février, oui, c'est ça? Désolée. Un peu de patience, ça nous fait quelques belles lectures à venir. Merci beaucoup, Gladys, c'était la chronique littéraire. 9h51 à Paris, lors du rappel des titres. Climat explosif en Tunisie après le meurtre de l'opposant